self-help. Alors ça serait très très important de voir que beaucoup de choses qui nous sont vendues comme de l'économie pure et universelle, et peut-être la vision du monde américaine. C'était une vision historique très précise. On pourrait renvoyer, il y a le fameux livre de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, commence par un texte de Benjamin Franklin qui énonce un certain nombre de préceptes économiques, qui sont en même temps des préceptes moraux. Et en fait, il y a une sorte de morale américaine de l'épargne, du sérieux économique, etc. Bon, cette morale dont sûrement le cœur, cette notion de self-help, il faut se débrouiller par soi-même. C'est l'idée de responsabilité. En ce moment, dans le monde entier, on ne parle que de responsabilité. Alors, évidemment, le pauvre est responsable de sa pauvreté. C'est quand même ça l'axiome principal. Bon, dans mon jargon, je dis c'est une sociodyssée, c'est-à-dire c'est un discours qui a pour fonction de justifier à la société d'être ce qu'elle est. Le pauvre est pauvre et content de l'être. Un petit livre que nous avons publié de Keith Dixon, qui s'appelle Les évangélistes du marché, et qui montre comment il y a eu une production quasi organisée de discours sur le monde social, sur le monde économique, etc., qui ont été relayés par des groupes, des lobbies, des journalistes, etc., avec derrière beaucoup d'argent, souvent, de la propagande. Et ces processus donc, de mondialisation du discours, accompagne des processus réels. Alors on peut dire à la fois que la mondialisation est un mythe, c'est un instrument de combat idéologique pour détruire les droits sociaux, dans la lutte contre les acquis sociaux, dire mais vous savez, vous ne pouvez plus avoir tout ça. Dans toutes les sociétés où l'emprise néolibérale est avancée, et sous ce rapport, la France n'est pas le meilleur terrain, parce que c'est un endroit où ça résiste particulièrement, mais dans les endroits où c'est très avancé, comme le Brésil, on voit bien, on passe de la santé publique à la santé privée, aux cliniques privées, on passe de l'école publique à l'école privée, avec toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire un accroissement des inégalités, parce que l'école est reproductrice, mais elle est encore plus quand elle est divisée, etc. On passe même de la police publique à la police privée, comme aux États-Unis. Attendez, il y a une sorte de privatisation. La médecine, alors la médecine, c'est typique. On passe de plus en plus de la médecine, la médecine, alors ce qu'on appelle à deux vitesses. Bon, ça veut dire que il y a une vraie médecine pour ceux qui peuvent payer, et puis pour les autres, il y a de la simili-médecine. Et alors là, je pense que un des facteurs, pour revenir, je parlais de Chicago Boys, c'est pas un élève, c'est un collègue, mais qui a été mon élève autrefois, qui est Yves Desalé, qui est un très très grand chercheur. Yves Desalé a fait un livre magnifique sur la mondialisation du droit, comment le droit américain, à travers les law firms, les grandes entreprises de droit, s'est étendu à la planète entière, avec des conséquences énormes, des conséquences politiques, pratiques, etc. Et maintenant, il est en train de faire un travail sur les ONG, les organisations humanitaires, pour montrer que sous des apparences très généreuses, ça serait compliqué parce que on peut pas dire des choses brutales, mais très souvent les ONG sont le bras gauche du FMI. Voilà. On a d'un côté le FMI qui impose les contraintes budgétaires, etc., qui jette dans la rue les chômeurs, etc. Là encore l'exemple du Brésil. On peut prendre n'importe quel pays d'Amérique latine, mais le Brésil est quand même bien placé. Augmentation du chômage, accroissement de l'écart entre les riches et les pauvres, concentration de la richesse, etc. Et parallèlement, développement d'organisations humanitaires et qui suppléent apparemment l'État.
qui remplissent les fonctions qui autrefois étaient imparties à l'État, à la main gauche de l'État, comme je dis. Bon, tout ce qui était, oui, la santé, l'école, l'éducation, enfin, toutes ces choses-là sont de plus en plus tenues par de l'humanitaire. Bon, et bon, je pense que l'apparition de l'humanitaire, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est pas l'État. Ce sont des instances privées, orientées par des intérêts privés, par des gens qui sont à la recherche de profits privés, qui se servent, qui savent très bien se servir des subventions d'État, des subventions, par exemple européennes, enfants, des subventions mondiales, etc., pour faire avancer leurs intérêts. Et par exemple, alors c'est ce que montre très bien De Zalé, il montre que les joyeux types qui sortent de Harvard ou de Chicago, ils ont deux voix, quoi. Ils ont la voix FMI et la voix ONG. Voilà. Et c'est des gens de très haute origine sociale, très cultivés, parlant plusieurs langues, etc. Bon, et qui s'allient avec des locaux bon, un peu marginaux scolairement, par exemple, hein, qui sont, bon, je ne veux pas faire des jugements de valeur, mais enfin c'est souvent des ratés scolaires, mais qui ont du capital social lié à leur origine, etc. Bon, et qui arrivent à être concurrents du système scolaire, par exemple, qui peuvent être en compétition réussie avec les systèmes scolaires. On dira le système scolaire archaïque, vieillot, avec ces trucs. Eux, ils sont modernes, ils ont des méthodes ouvertes, libres, etc., etc. Bon, voilà. Il faudrait développer, mais je ne connais pas suffisamment la situation brésilienne. Je ne peux parler que de manière un peu abstraite et générale. O senhor afirma que nenhuma visão do mundo se impõe ou se desfaz sem a contribuição dos intelectuais. Como o senhor vê a contribuição dos intelectuais hoje em dia, especialmente a dos sociólogos? Je pense qu'il y a à la fois le problème global de la contribution que les intellectuels apportent activement ou passivement à l'évolution que j'ai décrite, enfin cette sorte de mondialisation d'une forme de vision du monde économique et social. Bon, et il y a le problème particulier des sociologues qui, normalement, devraient être dissonants et qui le sont moins qu'on ne pourrait croire. Sur le premier problème, je pense que bon, les intellectuels au sens large, les gens qui font métier d'écrire, de parler, de faire du théâtre, de la littérature, etc., ou de l'art. Bon, ces gens bon, ne sont pas nécessairement préparés à comprendre ce qui se passe. Bon. Et bon, j'ai essayé, par exemple, de mobiliser, c'est un grand mot, mais enfin, des écrivains. Bon, et des gens tout à fait de bonne foi, éminents, extraordinairement, dont j'admire beaucoup les écrits, etc., peuvent être assez nuls bon, quand il s'agit du monde tel qu'il est. Bon, hein. Bon, c'est vrai aussi, d'ailleurs, par exemple, de grands chercheurs, de grands savants, de grands mathématiciens, de grands physiciens. Bon. Et ça, je crois que c'est important de le dire. C'est pas méchant, c'est pas méchant, c'est un constat. Il faut voir, c'est ça, c'est que les intellectuels ne sont pas spontanément préparés à intervenir dans le monde politique. Ils sont ni préparés ni inclinés. Pour les sociologues, c'est pas de l'intérêt bien compris, c'est impératif. C'est impératif parce que, je finis ça, c'est juste une phrase, c'est impératif parce que on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde économique, parce que si on travaille, on fait une petite boîte, alors pour être sérieux, on va dire, on fait une petite boîte, toute petite comme ça, et puis de là, je suis sûr que je contrôle tous les paramètres, je peux mesurer, je peux compter, je suis sûr. Bon, mais c'est pas vrai. Voilà, parce que
on peut faire une boîte si petite qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens travaillent en sociologie sur des boîtes vides, bon, parce que l'essentiel des facteurs explicatifs est dehors. Bon, et très loin, les grands sociologues, enfin bon, ça c'est quand même ça la leçon, tous, hein, Durkheim, Marx, Weber, bon, et les contemporains savaient ça et le mettaient réellement en pratique. Bon, voilà. Alors, bon, et c'est pas du holisme. Alors ça, c'est aussi un autre truc. Quand on dit des choses comme ça, ah, vous êtes holiste. Alors, c'est un péché. Hein. Pour les économistes, c'est bon, il y a individualistes et holistes. Il y a ceux qui expliquent les actions humaines par des déterminants individuels, des propensions, des pulsions, etc. Bon, et puis il y a les holistes. Alors en général, ça veut dire marxiste, ça veut dire pas sérieux. Hein, ça veut dire pas sérieux. C'est les gens qui font revenir des grandes totalités. Holos, ça veut dire tout, la totalité. Des grandes totalités un peu suspectes, pas sérieuses, pas rigoureuses, qu'on peut pas réduire à des variables, etc. Bon, alors c'est idiot. Bon, je pense. Alors holiste, ça veut dire social, hein, et aussi, ça veut dire aussi social. Alors le truc très simple, c'est que chacun de nous est déjà le tout est présent en chacun de nous. La société est présente. Ça, bon, c'est la première proposition sociologique. La société, alors, moi j'appelle ça habitus, mais peu importe. La société est présente en chacun de nous à travers l'éducation, à travers le langage, à travers tout ce que nous sommes, hein, et le produit de l'incorporation du tout, de la totalité du monde social. Bon, et le FMI, il est en nous. C'est pas, il est en nous. Voilà. Et surtout, il est bref, ceux qui en subissent les conséquences, alors c'est encore plus net. Quoi. Bon, voilà. Ça, c'est très très important, cette dichotomie scolaire, qui est purement scolaire, que les professeurs répètent, reproduisent. Ça permet de faire des plans de cours, première partie holiste, deuxième partie individualiste. C'est une catastrophe. Toutes les oppositions du type âme-corps, hein, individu, collectif, unique, commun, c'est l'opposition de classe. Unique, commun. Alors vous dites, ça, c'est unique. C'est singulier, c'est original, c'est inimitable, c'est rare, c'est bon, ça c'est bon, commun, banal, ordinaire, moyen, moyenne, c'est mauvais. La sociologie est toujours du côté moyenne. Bon, par exemple, Heidegger, il y a un texte très très célèbre, c'est le texte de base de la philosophie, bon, le texte sur le on d'Assmann, chez Heidegger. Bon, alors Dassmann, c'est le on, l'anonyme. Alors il y a un texte magnifique qui dit tous les philosophes commentent ça, sans voir que dans ce texte, il parle des transports en commun, par position, ma voiture individuelle, je sais pas comment, de la sécurité sociale, il en parle, hein, alors il y a une diatribe contre la moyenne. Voilà, la moyenne. Alors, la moyenne, c'est le nivellement, hein, Nivellierung, alors le nivellement. Hein. Et ça, c'est odieux, enfin, disons, aux dominants. Hein, ce qui est moyen, commun, c'est terme, c'est obscur, les sans grades. Enfin, bon, voilà. Alors ça, vous prenez un dictionnaire brésilien, mais c'est pareil avec n'importe quel dictionnaire. Vous ouvrez à un unique, et vous voyez antonyme, commun, banal, etc. Et vous constituez le réseau de tous les adjectifs, hein, tout le système des adjectifs. Et un système de classe. Bon, c'est vraiment... bon, et le bon est toujours du côté du 1 et le mauvais du côté du commun. Voilà, ça c'est simple. Mais, et alors ça, nous avons ces structures dans la tête, hein, parce que ça marche constamment. Voilà, ça marche constamment. Recentemente, o senhor escreveu um livro sobre a televisão, onde, ao mesmo tempo que reconhece a importância deste meio de comunicação no mundo atual, faz uma crítica quase cruel dos efeitos que ela produz. O senhor diz que a televisão produz um efeito global de despolitização, mais exatamente um desencanto com a política. Que os jornalistas produzem uma representação instantânea e descontínua do mundo e que isso introduz aos poucos uma filosofia pessimiste da história. Eu poderia citar alguns exemplos? La question est difficile parce qu'il faudrait prendre, je sais pas, un journal télévisé brésilien et puis d'écrire, voilà, faire une analyse et dire voilà
Comment il va parler? Bon, il va ouvrir sur la Coupe du Monde de football. Ensuite, il va continuer comme ci, comme ça, comme ça. Il va vous présenter 3 secondes sur le Biafra. On va voir des gens comme ça, des penaillés, misérables, au bord d'une route. Et puis ensuite, on va passer à 3 minutes sur le Kosovo. Puis on va passer ça. Bon, voilà. Et on va avoir c'est tout à fait, c'est la phrase, là, je ne sais jamais la citer, là, la phrase célèbre de Shakespeare, une histoire de fou racontée par un idiot, quoi. Je sais pas, c'est-à-dire on va avoir une série d'événements sans lien entre eux, sans logique interne. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. Alors une des choses très très importantes, je pense, pour les médias, c'est que sauf les médias cultivés et encore, ils sont atemporels, c'est-à-dire anhistoriques. On vous donne des nouvelles, et les nouvelles doivent être nouvelles, elles doivent être aussi fraîches que possible. Enfin, c'est comme le poisson, il faut que ce soit tout frais. Bon, plus frais que celui du concurrent. Bon, hein, ouais, bon. Et bon, donc il n'est pas question de faire des rétrospectives, de rattacher. Alors très souvent, bon, ce qui se passe, voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là qu'il faudrait faire de la globalisation. Hein. C'est là qu'il faudrait dire, mais voyez ce qui se passe aujourd'hui dans telle mine de plomb de Bolivie a un rapport avec, je sais pas, l'accord Mercosur ou avec l'ALENA ou avec la visite au Brésil du président américain ou avec, ben voilà, il faudrait mettre en relation. Il faudrait établir. Bon, alors si un journaliste faisait ça, il fait de la politique. Il fait de la politique. Comment? Il prend position. Il doit montrer des images, et rien que des images, hein, et puis découper aussi près que possible. Alors, bon, tout le monde sait ça, c'est banal, ça a été dit depuis toujours, que les images, ça se manipule, par simple fait, c'est cadré d'une certaine façon, c'est là, bon, j'ai même pas besoin de dire ça. Mais plus grave que ça, c'est le fait même, enfin, d'isoler une image de ce dont elle est l'aboutissement, enfin, de tout le contexte dans lequel elle prend son sens, bon, qui en fait quelque chose d'inintelligible. Il y a toute une logique du monde journalistique, en particulier de la télévision, bon, qui tend à dépolitiser, même pas à dépolitiser, à rendre absurde, voilà, à présenter un monde absurde. Anecdotique, sans queue ni tête, voilà, sans queue ni tête. Parce que il y a des foules enfin, de choses qu'on ne peut pas, en l'état actuel, étudier, c'est-à-dire quel effet produit sur la conscience des gens, la guerre du Golfe vue à la télé, bon, voilà, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ça, je sais que c'est vrai, parce que ça, on le voit dans les entretiens. Je pense que, par exemple, un certain dégoût de la politique, enfin, une sorte de... Bon, tient à l'effet que produit la télé, en particulier le monde politique vu par la télé, bon, voilà, où le monde politique réduit à des petites phrases, à des petits trucs, alors ça, c'est plus généralement le monde journalistique. Les journalistes politiques dépolitisent parce qu'apparemment ils politisent. Bon, ils diront dès qu'il y a je sais pas, un petit truc, on dira ah bah oui, ça c'est Monsieur Strauss-Kahn qui est en lutte avec Monsieur Fabius. Voilà. Bon, alors que ça peut arriver quand même qu'ils se posent des vrais problèmes. Ça peut arriver qu'ils soient en désaccord parce que l'un est pour la suppression de l'impôt et l'autre est pour l'augmentation de l'impôt. Bon, ils ont des raisons, ça arrive. Bon, pas assez souvent, mais enfin ça arrive. Bon. Mais la vision du journaliste qui ne connaît pas le problème, alors ça c'est universel, hein, ça, toutes les enquêtes le montrent aux États-Unis, dans tous les pays. Comme c'est plus difficile de comprendre les problèmes dont parlent les hommes politiques, même apparemment, que de comprendre les petites conneries des rapports entre les hommes politiques, bah, les journalistes racontent plutôt ça. Fabius veut emmerder Jospin, Fabius est gentil avec Jospin, ou bien tel est gentil avec Cardozo, parce que, voilà. Ça, c'est plus facile. Mais bon, que d'étudier le dossier. Voilà. Et du coup, là aussi, c'est un autre facteur de dépolitisation. O senhor diz que dos efeitos mais nefastos do neoliberalismo é a destruição das bases econômicas e sociais de uma das conquistas culturais mais raras da humanidade. A autonomia dos universos de produção cultural
em relação ao mercado. Como o senhor definiria a relação do jornalista e do produtor de televisão com os intelectuais? Je vous disais, pour ce qui concerne la violence, on ne sait pas trop, mais c'est parce qu'on n'a pas, c'est pas facile de mesurer les effets. Là, il s'agit d'un effet qu'on peut mesurer et observer. C'est l'effet que la télévision exerce d'abord sur le journalisme, sur l'ensemble des pratiques journalistiques et par cet intermédiaire sur la production culturelle dans ses différentes formes, dans le droit, dans l'art, dans la philosophie, dans la littérature, etc. Bon. Et alors, bon, là, ça serait encore une fois une très très longue analyse, mais je dis l'essentiel. Je pense que le verdict, le verdict médiatique, le jugement médiatique, enfin, on pèse de plus en plus, même sur les univers les plus autonomes, les plus fermés sur eux-mêmes, les plus fermés sur leur propre tradition, comme le monde scientifique. Je pense que ça a été observé. Il y a des notoriétés scientifiques qui s'acquièrent par les médias, hein, et qui peuvent permettre à des gens qui ne seraient pas les meilleurs du point de vue de l'univers, enfin, de l'univers des savants, d'obtenir des avantages compétitifs, comme disent les économistes, des subventions, des crédits, etc., à la faveur d'un usage habile des médias. Tout l'univers de la production est de plus en plus dominé, enfin, par ce problème de la commercialisation, et la commercialisation elle-même est dominée par la critique et et l'action qui peut être d'ailleurs quasi concertée, parce que je pense qu'il y a je prends un tout petit exemple, je ne sais pas si vous avez la même chose au Brésil. Sur ce point-là, la France doit être malheureusement le pays le plus avancé. On n'est pas les plus avancés dans la dégradation de l'État, mais on est les plus avancés du point de vue de la dégradation du monde intellectuel, malheureusement, je crois. Il y a des espèces de lobbies, enfin de petits intellos et de grands journalistes, enfin ce qu'a décrit Serge Halimi dans son livre Les Nouveaux Chiens de Garde, qui ont des effets à la fois sur le monde intellectuel et sur le monde politique. Ils ont des effets. Alors, j'ai pris donc la philosophie, j'ai pris le droit, j'ai pris la science, mais évidemment il y a la politique. Et la politique elle-même, enfin, est très fortement déterminée. Peut-être que M. Cardozo, s'il dit ce qu'il dit, c'est peut-être pour être bien vu par les gens de télé qu'il sera bien vu par les gens qui regardent la télé. Et les gens qui tiennent la télé veulent même être bien vus par les gens qui possèdent les télévisions. Et à qui je parlais la semaine dernière, à qui je disais que la culture était en danger. Voilà. Donc, il y a des phénomènes de perte d'indépendance, qui passent en grande partie par les médias. C'est-à-dire c'est aujourd'hui la révolution, ça passe par les Chiapas, c'est dans les salles de rédaction. Bizarrement, c'est un des lieux les plus importants de pouvoir, et de pouvoir symbolique et même politique et économique. Voilà. Parce que c'est là que se font les idées fortes, les idées qui sont moi je peux produire des idées comme ça, alors je vais être lu par quelques types, ça faut que ça devienne. O senhor acha que a televisão pode, em vez de despolitizar, de alienar, exercer papel de sustentação para a democracia? Théoriquement, mais pratiquement, si je réponds oui, je dirais oui, c'est possible. Mais les conditions sociales pour que ce soit réel ne sont pas remplies. Dans l'état actuel, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils peuvent faire un happening, aller à la télé pendant une émission, ça dure 3 secondes, le temps qu'on les foute dehors. Alors le problème, est-ce que des télés libres, ce serait possible?
bon, il y a pas vu à la télé. Il y a un film, bon, j'en parle, un film bon, de Pierre Card, hein, qui a été censuré par la télé même qu'il avait commandé. Bon, ça arrive à passer, ça prend le temps, mais il faut des cotisations, il faut des circuits, etc. Bon, évidemment, s'il y avait des circuits de télévision indépendants, financés par des associations, par des bon, s'il y avait des circuits de diffusion de cinéma, parce que là c'est pareil, la concentration de la... Bon, en gros, une des choses très importantes, c'est que dans la production culturelle, de plus en plus, la diffusion commande la production. Voilà, ça c'est une proposition terrible. Ça veut dire que c'est le règne du commercial. Bon, maintenant, bon, même des éditeurs indépendants, comme Le Seuil ou comme Gallimard, etc., bon, doivent prendre acte dans leur choix de traduction, dans leur choix d'édition, etc., le destin commercial d'une partie de plus en plus importante de leurs livres. Bon, voilà. Et le diffuseur, de plus en plus, c'est-à-dire les grands groupes en France, et Hachette et Havas, etc., ces grands groupes, bon, de facto, vont exercer une sélection, une censure. Il y a les livres. Bon, alors dans le cinéma, c'est déjà fait. Bon. Et on aura... Bon, alors bien sûr, il existera toujours des petits éditeurs. Vou colocar a pergunta de outra maneira. Na sua opinião, é possível para um professor pesquisador, com meios econômicos e técnicos limitados, fazer concorrência, ou ao menos ter um lugar ao lado dos grandes grupos milionários na difusão e na interpretação da realidade? On peut... Il faut toujours essayer. Voilà. Moi, je pense que c'est dans ces rapports de force très, très inégaux, bon, il faut saisir toutes les occasions. Voilà. Et en fait, il y a, dans les économistes parlent de niche. Dans le monde de la culture, c'est plein de niches. Il y a encore des éditeurs d'avant-garde qui bon, tirent des livres à 2000 exemplaires et qui s'en tirent. Bon, alors ils s'auto-exploitent un petit peu, etc. Bon, voilà. Bon, et je pense que l'avenir est du côté des niches, bizarrement. C'est pas des chiens de garde, mais du côté des niches. Voilà. De ces petits endroits où on peut survivre et faire passer des choses. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tant que, moi je crois, tant que quelque chose qui ne devrait pas être dit peut encore être dit quelque part, c'est important. Parce qu'il y a, bon, il y a quelqu'un qui l'entendra et puis ça ressortira 10 ans après. Moi, je pense, enfin, une part très importante de ce que nous faisons quand on écrit, quand on travaille, bon, bah, ça n'aurait aucun sens si on ne croyait pas à ça. Voilà. Il y a une marge de liberté réaliste, bon, qui tient à ça. Il y a des publics potentiels, parfois posthumes. Alors ça, c'est très important. La plupart des grandes œuvres ont été faites pour des marchés posthumes. Hein. Les peintres ont peint